Alors, moi, j'ai dit non parce que je ne trouve pas son niveau globalement inquiétant. Je comprends que ça ne colle plus avec le Real, mais je pense que c'est surtout une affaire de rentabilité. C'est-à-dire que par rapport au montant où ils l'ont acheté, montant, bah oui, ça colle pas et ils veulent faire autre chose, mais il y a quand même 2 points. C'est que Ancelotti, le coach, lui, continue de lui faire confiance. Donc, de ce fait, moi, ça me rassure sur le niveau du joueur. Et 2, quand on regarde les matchs, je suis désolée, c'est pas un peintre, donc c'est pas catastrophique. Je pense juste que le brief de base, il coche plus les cases, mais néanmoins, est-ce que je suis inquiète pour le niveau du joueur en règle générale? Non. Ok, petite période peut-être pas de moins bien, mais en tout cas de cas classique. Il fait pas de vagues, c'est pas surprenant, c'est pas ok, mais peut-être que dans 2 mois et dans un autre club, il va remonter comme Jaja. Donc non, je suis pas inquiète. C'est vraiment se regarder, quand il est à 100%, il joue 90% des matchs en intégralité au Real en 2024. Et puis quand il est à 100% avec les Bleus, il joue 70% des matchs en intégralité. Donc malgré les doutes qu'on peut avoir sur ce joueur, il a la confiance de ses 2 entraîneurs. Et il a surtout la confiance effectivement de Didier Deschamps, qui le voulait absolument pour l'Euro, alors qu'Aurélien Tchouaméni s'était blessé. Souvenez-vous, il avait connu une course contre la montre pour revenir à temps à l'Euro. Il s'était blessé d'une fracture de fatigue au métatarse du pied gauche. C'était lors de la demi-finale retour face au Bayern en Ligue des Champions en mai dernier. Il y avait eu bien sûr des inquiétudes pour Carlo Ancelotti pour la finale de Ligue des Champions qu'il n'a pas disputée, forfait. Et puis en France, l'Euro était dans toutes les têtes à ce moment-là. La course contre la montre s'enclenche. Aurélien Tchouaméni manque le premier match avec les Bleus face à l'Autriche, ce qui était attendu. On le voulait surtout pour le deuxième match face aux Pays-Bas. Et avant d'affronter la Pologne, il est revenu en conférence de presse, Aurélien. Quand j'ai su que j'étais blessé après le match retour contre le Bayern, automatiquement j'ai pensé à l'Euro au début de la compétition. Donc on a eu pas mal de discussions avec le coach, avec le staff médical, que ce soit à Madrid ou ici en sélection pour connaître les délais de cicatrisation. Ça montrait à quel point il était important pour Didier Deschamps et son staff. Mais finalement, son Euro sera plutôt décevant. C'est aussi pour ça qu'on se pose cette question. Est-ce que son niveau vous inquiète? Parce que, à part finalement face à la Belgique, il n'a pas été très très bon sur la compétition, Aurélien Tchouaméni. Mais il reste un pilier de Didier Deschamps parce que derrière, il lui donne le capitanat en l'absence de Kylian Mbappé sur le dernier rassemblement. C'était face à Israël et face à la Belgique. Il a dit notamment pour expliquer ce choix, Didier Deschamps, j'ai choisi Aurélien car je considère qu'il a le profil pour assumer cette responsabilité. Il a l'expérience, même s'il reste jeune. 24 ans, on rappelle son âge. Voilà. Mais ça peut peser aussi, parfois les responsabilités, le brassard peuvent peser. Vice-capitaine, donc maintenant de l'équipe de France, Giovanni. On ne sait pas parce que c'était intérimaire. Ouais. Non, mais il fait partie des leaders. Après, Didier Deschamps, il n'a pas confirmé un ordre derrière Kylian Mbappé. Pourtant, elle est compliquée parce qu'il a eu pas mal de pépins physiques depuis qu'il est arrivé. Il a central au final. Exactement, c'est là où il a été le meilleur. L'an passé, il y avait quelqu'un, on en parle peu, mais qui a été essentiel au Real Madrid. C'est Toni Kroos qui prenait toute la lumière au milieu de terrain, et que ça soit Camavinga et Aurélien Tchouaméni étaient plus des joueurs d'équilibre. Et en ce début de saison, honnêtement, c'est pas pour. On va croire qu'on tape tout le temps sur le Real, mais moi, j'aimerais pas être milieu défensif au Real. Ah oui. C'est un bordel en ce moment. C'est-à-dire que Bellingham, il est exilé côté droit. Voilà, ils n'ont pas trouvé leur place et il doit stabiliser tout ça. Donc je pense qu'en ce moment, quand tu joues au Real et que tu dis je le sens prêt, voilà, il doit progresser, mais je suis pas inquiet. En chiffres, justement, on a comparé sa saison avec celle de Kroos l'an dernier parce qu'on a estimé que c'était pas le même joueur. Oui, c'est pas le même joueur, mais c'est un peu à lui peut-être d'assumer ce rôle devant la défense. Et finalement, les statistiques, elles sont pas tant en défaveur que Tchouaméni. Les chiffres sont très proches sur des statistiques qu'on a choisies. Les duels gagnés, 63% contre 62%. Les passes réussies, on est sensiblement sur les mêmes chiffres. C'est pas les mêmes passes. Pas forcément les mêmes. Et regardez les passes vers l'avant. On a choisi les passes vers l'avant justement pour un peu distinguer une bonne force de Kroos. Tchouaméni est pas très loin derrière. Donc en fait, c'est dur de distinguer. En tout cas sur ce rendement statistique, après sur le sentiment qu'on peut avoir en regardant les matchs, ça peut être différent. Benoît, l'absence de Kroos fait que Tchouaméni du coup se retrouve un peu dans la difficulté maintenant dans ce milieu de terrain, c'est ça? Oui, mais il est au Real Madrid. Et le Real Madrid, il faut avoir un dépassement de fonction. Et je trouve que c'est un bon joueur. Tout ce qu'il fait depuis le début de saison au Real, c'est normal. Mais il n'y a rien d'exceptionnel. Moi, quand je parle de Casemiro, c'est que je pense que pour Tchouaméni, lorsqu'on a en ce moment on est dans un milieu au Real où c'est compliqué, parce qu'il y a Bellingham qui voudrait jouer plus haut, il joue là parce qu'on lui dit, mais il a pas forcément envie. Il peut y avoir un Fede Valverde qui monte un petit peu plus, mais qui défend un peu moins.
il faut qu'il se fasse violence, c'est-à-dire qu'il mette beaucoup plus d'agressivité et qu'il augmente son volume de jeu. Je trouve que par moments, c'est un peu nonchalant, par moments, ça ronronne un petit peu. Il faut qu'il montre un peu plus. Et c'est pour ça que je mets non, parce que je trouve que le mot inquiétant est un peu trop fort en fait. J'aurais peut-être plus mis insuffisant en ce moment. Effectivement, il est un petit peu moins bien, mais je trouve qu'il a quand même des circonstances atténuantes qui jouent en sa faveur. Benoît l'a dit déjà, il y a le fait qui souffre de la comparaison avec les anciens. On parle de Toni Kroos, on parle de Casemiro, on peut même rajouter Modric. C'est évidemment pas simple de passer derrière eux. Et t'ajoutes à ça le prix de son arrivée. Parce que tu n'enlèveras pas l'idée qu'il y a quand même le tarif derrière. Et puis Gio l'a évoqué, il doit assumer l'équilibre d'une équipe qui a 4 joueurs offensifs sur le terrain. J'ai l'impression de revenir à l'époque Makelele qui doit gérer tout seul le milieu de terrain pendant qu'ils sont tous devant. Je trouve ça extrêmement compliqué. Alors la presse espagnole sort ça. Moi, je vois peut-être plus un moyen de le piquer. Et moi, je suis persuadé qu'ils ne s'en débarrasseront pas. On l'a évoqué l'année dernière. Il était capable de rendre service en défense centrale et il a été très bon à ce niveau-là. S'il y avait vraiment quelque chose à redire, c'est peut-être qu'il gagnerait peut-être en jouant un petit peu plus simple. Voilà, de temps en temps, il a un peu de tendance à se perdre dans ses dribbles. Qui joue plus simple et je pense que ça ira mieux. Il a largement le niveau. Mais là où le temps de jeu n'est pas inquiétant, Olivier, vous avez raison, c'est que si on regarde en chiffres, il joue quasiment tous les matchs cette saison. Il y a simplement, en fait, sur les 2 derniers matchs, il n'a pas joué en Ligue des Champions contre Dortmund, il rentre 5 minutes. Et puis contre Barcelone, c'est le premier à sortir, mais il joue quand même 1 heure de jeu. Bon, après, contre le Barça, ils ont tous flanché. Enfin, en seconde période, c'était catastrophique. Juste pour revenir sur le prix du transfert, honnêtement, c'est pas le style de la maison le Real. Moi, je me souviens, les 3 premières années de Vinicius Junior, il s'est fait massacrer dans tous les sens. Il l'avait payé 45 millions d'euros. On se demandait pourquoi ils avaient acheté ce joueur-là. Rodrigo, c'est pareil, c'était 40 millions d'euros. Hendrick, il a à peine fait 2 matchs de pré-saison. C'est trop cher, ils ont fait n'importe quoi. Donc 80 millions d'euros, quand Tchouaméni, c'est un international français, tu le lises sur la durée du contrat, c'est pas ça qui va leur faire peur. Je pense qu'on a utilisé le terme piqué. C'est un joueur qui, de par son attitude, parfois, tu peux penser qu'il est nonchalant. Ça, c'est des trucs qui agacent énormément au Real. On le voit sur Kylian Mbappé, sur le comportement. Ils aiment pas ça. Donc je pense aussi qu'ils payent en partie ce côté faussement détaché, alors qu'il n'est pas du tout comme ça en plus. On termine avec une parenthèse, mais sur justement le calendrier du Real, Jérémy. Oui, parce que le match va être reporté ce week-end, parce que vous savez, il y a des terribles inondations qui ont lieu dans la région de Valence. Donc le Valence-Real Madrid, qui était prévu samedi à 21h, va donc être reporté à plus tard. D'ailleurs, excusez-moi, juste Benoît, ça vient de tomber. Communiqué du Real Madrid, ils font don d'1 million d'euros pour les victimes des inondations en Espagne. Bon, ben voilà. Merci pour cette précision. Voilà. Et on a bien compris que le football, pour l'instant, on allait vraiment le mettre de côté. C'est bien normal du côté de l'Espagne. On enchaîne avec ce qui va nous concerner tout à l'heure. Le pourquoi de Georges Quireno, qui va tenter de nous expliquer donc pourquoi John Textor est en train de devenir une star au Brésil. Si vous en doutez, je vous propose d'écouter quelques supporters de Botafogo, apparemment. Donc c'est le club de John Textor au Brésil. Regardez. O grande responsável é o John Textor. Com certeza. Manda uma mensagem para ele. Textor, muito obrigado por botar nosso Botafogo nessa linha de grande busca do título. E vamos conseguir. Obrigado mesmo. Eu tenho que tatuar John Textor esse ano. Tatuar John Textor? Pô, sem ele nada disso aqui tava no naipe que tá, meu camarada. Caramba. Sem dúvida. Eu vou fazer a tatuagem desse para você. Mais uma! Não quero saber não. 2 tatuagens contabilizadas só agora, só em 2 minutos. Bon, voilà. Est-ce qu'un jour on aura des supporters de l'Olympique Lyonnais qui veulent se faire tatouer John Textor sur le bras? Ça sera notre pourquoi tout à l'heure. Mais restez avec nous, ça promet. Donc Georges Quireno vient nous expliquer tout ça. Dans quelques minutes, on aborde le sujet de la sanction pour les chants homophones au Parc des Princes. Est-ce que c'est à la hauteur de ce que vous attendiez? Les jeux, bien entendu, le petit filet d'Antoine Pinot. Enfin, vous restez avec nous parce qu'on va aussi préparer le match de la Roma ce soir. À tout de suite. Le Real Madrid, secoué par une défaite humiliante 4-0 lors du dernier Classico et au cœur des polémiques autour du Ballon d'Or, doit impérativement redresser la barre en Liga. L'équipe merengue se déplacera à Mestalla samedi prochain à 21h pour y affronter le Valencia CF, dans le cadre de la 12e journée de Liga. Avec 6 points de retard sur le FC Barcelone, cette rencontre revêt une importance capitale pour les Madrilènes, qui n'ont plus le droit à l'erreur s'ils veulent rester dans la course au titre. Cependant, une crise bien plus grave que le football pourrait bouleverser ce rendez-vous. Depuis plusieurs jours, la ville de Valence est plongée dans le chaos à la suite d'une crue meurtrière et d'une violente tempête qui a ravagé la région.
Les dégâts matériels et humains sont considérables, avec plusieurs dizaines de morts et des infrastructures totalement détruites. Les autorités locales doivent gérer une situation d'urgence, routes fermées, transports paralysés, et des municipalités submergées par les eaux. Dans ce contexte dramatique, le football apparaît relégué au second plan, et l'incertitude plane quant au maintien du match entre le Real Madrid et le Valencia Confer. Face à l'ampleur de la catastrophe, le Valencia CF envisage sérieusement de demander à la Liga le report du match de Avant de continuer, pensez à vous abonner pour ne rien rater de l'actualité du Real Madrid. Laissez vos avis en commentaire et partagez la vidéo avec vos amis pour qu'ils rejoignent la communauté des Madridistas. À la Madrid. Samedi. D'ailleurs, le club a déjà obtenu le report des rencontres de Coupe du Roi prévues cette semaine, à l'instar du Levante UD, autre club de la ville. Toutefois, aucune demande officielle n'a encore été adressée concernant le match face au Real Madrid, les autorités attendant de finaliser une évaluation complète de la situation. Si le report était demandé, il est peu probable que le Real Madrid oppose une quelconque résistance, se montrant prêt à suivre toutes les décisions prises dans l'intérêt des populations locales. Le club merengue a exprimé son soutien dans un communiqué officiel publié ce matin, témoignant de sa solidarité avec les habitants de Valence et les familles des victimes. Le Real Madrid CF, son président et son conseil d'administration souhaitent exprimer leurs condoléances aux familles et proches des personnes décédées en raison de la tempête qui a touché de nombreuses régions de notre pays, en particulier les provinces de Valence et d'Albacete. Le Real Madrid partage la douleur des populations affectées et leur témoigne son soutien et toute son affection. Dans un geste symbolique, les joueurs du Real Madrid ont également observé une minute de silence avant leur séance d'entraînement ce matin. Le club démontre ainsi qu'il est prêt à mettre de côté toute considération sportive pour s'associer au deuil national et manifester son empathie. Ce n'est pas la première fois que Valence se trouve dans une situation délicate. En février dernier, après un incendie tragique dans le quartier de Campanar ayant causé la mort de 11 personnes, le Valencia CF avait demandé et obtenu le report de son match contre Grenade. Mais les conséquences de la tempête actuelle dépassent de loin cet épisode tragique. Les séquelles sont colossales, de nombreuses victimes, des infrastructures détruites, et des services publics incapables de fonctionner normalement. Dans ces conditions, il apparaît difficilement envisageable que la rencontre de samedi puisse se dérouler comme prévu. Dans l'attente de la décision finale concernant le match, le Real Madrid reste focalisé sur l'aspect sportif. Une victoire à Mestalla est impérative pour ne pas laisser le FC Barcelone creuser l'écart en tête du classement. Mais l'équipe madrilène est consciente que le contexte ne se prête pas à une simple confrontation sportive. Si la rencontre est reportée, cela permettra au club de témoigner une fois de plus de sa solidarité avec les habitants de Valence, tout en soulignant que certaines priorités dépassent largement le cadre du sport. Pour le moment, la tenue du match entre le Valencia CF et le Real Madrid reste incertaine. Les institutions locales et la Liga devront rapidement trancher, en fonction de l'évolution des conditions météorologiques et des efforts de secours en cours. Quelle que soit l'issue, le Real Madrid a déjà montré qu'il restait avant tout un acteur solidaire, prêt à s'adapter aux décisions prises dans l'intérêt général. En attendant, joueurs, staff et supporters restent dans l'expectative, conscients que la victoire la plus importante ne se joue pas sur le terrain de Mestalla, mais dans la capacité des institutions et des populations à surmonter ensemble cette épreuve.